Et donc on enchaîne avec les récepteurs TROP2, ce que la biologie nous apprend. Bonsoir tout le monde. Je remercie le Cyril Brio et le laboratoire Gilead de m'avoir invité pour vous parler ce soir d'un sujet qui est à la mode, qui est le récepteur TROP2. Donc dans le titre initial, c'était les récepteurs TROP2. En fait, il n'y en a qu'un TROP2, donc j'ai mis aussi. Donc voici mes liens d'intérêt. Alors, TROP2, c'est une histoire qui a plus de 40 ans. En fait, le premier anticorps qui a permis de détecter l'antigène TROP2 a été développé en 1981 et les auteurs de cette étude avaient mis au point l'anticorps dirigé contre des lignées de carcinome humain injectées à la souris. Et donc, à partir de cette injection, ils avaient pu extraire 4 types d'anticorps différents, dont 2, TROP1 et TROP2, qui étaient spécifiques pour les cellules cytotrophoblastiques et syncytiotrophoblastiques. Et ils se sont dit à l'époque, on va tester ces anticorps sur d'autres tissus humains et on va regarder la spécificité de ces anticorps. Et comme l'immunohistochimie ne marchait pas très bien à l'époque, en fait, ils ont trouvé que ça ne marchait que pour les cellules trophoblastiques. Et ils proposaient à l'époque d'utiliser ces anticorps pour détecter le trophoblaste fœtal dans le sang maternel et faire le diagnostic de choriocarcinome. Un peu moins de 10 ans plus tard, en fait, une équipe du New Jersey met au point un autre anticorps qui s'appelle RS7-3G11 et que je vais appeler par la suite RS7 par immunisation de souris à partir d'extraits de carcinome épidermoïde du poumon. Et ces auteurs se rendent compte que RS7 a également une spécificité pan-cancer puisqu'il est exprimé, enfin il est positif dans les cancers du sein, du côlon, du rein, de l'estomac, de la vessie, de l'ovaire, de l'utérus et de la prostate. Et donc, par la suite, on s'est rendu compte que RS7 reconnaissait l'antigène TROP2. Donc, les mêmes auteurs du New Jersey ont essayé de caractériser l'antigène qui était reconnu par RS7. Et donc, dès 1993, ils mettent en évidence par différentes techniques que, en fait, c'est une glycoprotéine de 46 à 48 kilodalton et qui ne pèse plus que 35 kilodalton après déglycosylisation. Également, ils font quelques expérimentations fonctionnelles et ils se rendent compte que ce RS7, une fois qu'il est fixé sur les cellules qui expriment TROP2, il va être rapidement internalisé dans le cytoplasme, puisque 50% du marquage lié à la surface cellulaire est internalisé dans le cytoplasme au bout d'1 heure et il y a une internalisation complète à 2 heures. Donc ça va nous aider par la suite de l'histoire. Alors, TROP2, comme je vous l'ai dit, c'est initialement décrit comme exprimé à la surface des cellules trophoblastiques. Et il y a eu plusieurs synonymes parce qu'il y a différentes équipes à différents moments dans l'histoire qui sont intéressées à cet antigène. Donc, si vous vous intéressez à la littérature, vous verrez différents synonymes. EGP1, M1S1, GA733-1. Et en fait, aujourd'hui, tout est regroupé sous le terme TROP2. Cette protéine est codée par un gène qui s'appelle TAC-STDE, pour Tumor Associated Calcium Signal Transducer 2, qui est de la famille des gènes TAC-STD. Donc, vous connaissez peut-être EpCAM. EpCAM fait partie de la même famille. Il est codé par le gène TAC-STD1. Donc, il y a 67% d'homologie de séquences en acides aminés entre TROP2 et EpCAM. Les 9 exons de TAC-STD1 sont présents dans TAC-STDE, qui est un gène dépourvu d'intron. Et ces deux gènes sont exprimés chez les humains, mais également chez les chimpanzés, les chèvres, les moutons et les poulets. À savoir, donc, TAC-STDE qui code pour TROP2 est retrouvé sur le chromosome 1 en 1p32. Alors, TAC-ST2 code pour TROP2, qui est une protéine membranaire de 35 à 46 kilodalton avec 323 acides aminés. Donc, dans cette protéine membranaire, on va retrouver une partie extracytoplasmique, une partie transmembranaire et une partie intracytoplasmique. Donc, dans le domaine extracellulaire, l'extrémité N-terminale se termine par un signal peptide. Et après, on aura un domaine EGF-like et également un motif thyroglobulin. Le domaine transmembranaire est sans particularité. En fait, beaucoup de fonctions de TROP2 vont se situer au niveau de son domaine intracytoplasmique, puisqu'on va y retrouver un site de liaison de la PKC,
avec en particulier un domaine IKE et un site de phosphorylation par APKC en S302 et S303. Également, il y a un site de liaison avec PIP2 et ces différents sites vont intervenir dans la signalisation calcique d'une part et d'autre part dans l'activation des voies ERK et MAP kinase, également dans l'inhibition de la voie IGF1. Donc, TROP2 est présent sous une forme monomérique ou dimérique, mais on ne sait pas la fonction des dimères pour l'instant. Alors, l'expression de TROP2 est retrouvée dans plein de tissus normaux et lors du développement. Donc, les différentes études qui sont penchées sur l'expression pantissulaire, donc ont retrouvé l'expression de TROP2 sur les épithéliums. Alors, soit les épithéliums du tractus respiratoire, les épithéliums génito-urinaires, les épithéliums gynécologiques, la peau, les glandes salivaires, le tractus digestif. Globalement, c'est une protéine qui, de manière physiologique, va être exprimée sur beaucoup d'épithéliums. Et cette expression va être retrouvée aussi bien au niveau de la membrane qu'en intracytoplasmique. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le gène qui code pour TROP2, c'est le TAC-ST2, et on a trouvé des mutations congénitales de ce gène, et que ça va entraîner une maladie qui s'appelle la dystrophie cornéenne gélatineuse en gouttes, l'amyloïde primaire familiale de la cornée. Et donc cette dystrophie cornéenne gélatineuse en gouttes est une forme superficielle de dystrophie cornéenne caractérisée par un grand nombre de nodules gélatineux d'un blanc laiteux sous l'épithélium cornéen. Et donc ça va entraîner une détérioration notable de la vision. Et donc, c'est une maladie autosomique récessive entraînant donc des dépôts bilatéraux d'amylose dans les cornées. Donc, ça va aboutir à une cécité. Donc, il y a une incidence de 1 sur 300 000 au Japon. Et donc, cet article, avec des auteurs japonais, font une classification de la gravité de la maladie en fonction de la quantité de dépôts gélatineux au niveau de la cornée. Donc, vous voyez que ça peut aboutir à une obstruction complète de la cornée, à une cécité. Donc, 32 mutations de TAC-ST2 peuvent provoquer cette maladie et ce sont des mutations tronquantes qui entraînent une perte des domaines intracellulaires et transmembranaires et la protéine tronquée va se localiser en région périnucléaire. Donc, cette maladie est intéressante parce qu'elle nous rend compte de la fonctionnalité de TROP2 dans les épithéliums. Parce qu'on s'est rendu compte que la perte de fonction de TROP2, ça va entraîner une altération de la localisation subcellulaire des protéines liées aux jonctions serrées, en particulier les claudines et les occludines. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cornée? Il y a une perte d'étanchéité de l'épithélium cornéen et donc un épaississement dans la membrane basale par accumulation de lactoferrine qui provient des larmes et qui se transforme ensuite en dépôt d'amylose. Donc, à partir de cette maladie, on s'est rendu compte que TROP2 joue un rôle critique dans la formation des jonctions serrées dans les épithéliums stratifiés. TROP2 donc, est également un transducteur de signaux calciques en augmentant les niveaux de calcium dans le cytosol. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait différents domaines au niveau de sa portion intracytoplasmique qui intervenait dans cette voie. En dehors de cette fonction, il y a plus de 100 molécules de signalisation qui peuvent être modulées par TROP2. Donc, globalement, toutes les principales voies de signalisation intracytoplasmique peuvent être modulées par le niveau d'expression de TROP2, donc PI3K, CA, KT, MAP kinase, etc., etc. Également, TROP2 va intervenir dans la signalisation des intégrines, des jonctions serrées, des jonctions adhérentes, tout ce qui concerne des molécules barrières au niveau des épithéliums. Alors, maintenant, passons au rôle plus pathologique de TROP2. Donc, différentes études ont montré que TROP2 est très souvent surexprimé dans différents et de nombreux types carcinomateux. Et cette surexpression serait associée, je maintiens le terme conditionnel parce que ça concerne souvent des petites cohortes et avec peu de suivi, serait associée le plus souvent à une augmentation du risque métastatique et une diminution de la survie. En dehors des carcinomes, TROP2 a été retrouvé également surexprimé dans les mélanomes et certains lymphomes nasaux, des tumeurs cérébrales, des gliomes, des glioblastomes, des ostéosarcomes et des adénomes pituitaires.
Et cette surexpression de TROP2 n'est pas liée à une altération structurelle du gène TAC-ST2, mais plutôt à une dérégulation de son expression au niveau transcriptionnel et post-transcriptionnel. Dans ce papier de 2013, en fait, les auteurs ont montré qu'il y avait différentes voies de signalisation donc, qui étaient soit surexprimées, soit sous-exprimées dans les cancers, qui entraînaient une surexpression de TROP2. Alors, quand on compare le niveau d'expression de TROP2 dans les tissus normaux par rapport au niveau d'expression dans le cancer qui dérive de ces tissus normaux, en fait, il y a toujours une surexpression par rapport à l'expression basale. Ça, c'est une chose. Et puis également, dans ce papier, donc au GENE de 2013, les auteurs ont montré que la surexpression de TROP2 va stimuler la croissance tumorale dans des lignées de cellulaires transfectées TROP2, puis xénogreffées dans des souris. Alors, il y a peu de données dans le cancer du sein. Sur l'effet de la surexpression de TROP2 sur le pronostic, j'ai trouvé ce papier chinois qui concerne une petite cohorte de 82 patientes où il montre que la surexpression de TROP2 est corrélée à une plus mauvaise survie des patientes. Mais bon, en fait, il y avait peu de recul, tous les sous-types moléculaires étaient mélangés. Et en tout cas, ce qu'ils ont vu, c'est que dans ce papier, que la surexpression n'était pas corrélée au statut des récepteurs hormonaux ni de HER2. Alors, après, il y a eu beaucoup d'études fonctionnelles in vitro sur l'effet de TROP2 sur les différents marqueurs de la cancérogénèse, la transformation épithéliomésenchymateuse, la prolifération, mais en fonction des lignées cellulaires, en fonction du niveau d'expression, on a des résultats variables et souvent contradictoires. Donc, on ne va pas rentrer trop là-dedans. Les résultats paraissent plus solides, en tout cas en ce qui concerne l'adhésion cellulaire et la migration, puisque apparemment, la surexpression de TROP2 favoriserait la motilité cellulaire dans le cancer de la prostate, en particulier en déstabilisant l'adhésion entre l'intégrine alpha-5 bêta-1 qui se situe au niveau de la membrane cytoplasmique et la fibronectine qui est une lipoprotéine à matrice extracellulaire. Également, ça stimulerait l'expression d'une métalloprotéinase, la MMP2, dans les cellules cancéreuses thyroïdiennes et ça favoriserait la migration des cellules du carcinome colorectal par la phosphorylation de la sérine 322 au niveau de TROP2, ce qui entraînerait une relocalisation de la claudine 7. Voilà. Après, j'ai trouvé, donc vous savez que c'est la mode actuellement de l'immunité tumorale, et donc j'ai trouvé ce papier où en fait les auteurs ont montré qu'il y avait une corrélation inversée entre l'infiltrat humain dans les tumeurs et l'expression des molécules barrières, dont TROP2. Donc les tumeurs avec une surexpression de TROP2 auraient moins d'infiltrat humain que les tumeurs sous-exprimant TROP2. Ce qui pourrait expliquer également son influence sur le pronostic de ces tumeurs. Alors en 2004, pour TROP2, l'histoire avance un peu, puisque les mêmes auteurs du New Jersey mettent au point un anticorps IgG1 humanisé qui s'appelle HR7, qui est dérivé de l'anticorps Princeps qui avait été mis au point dans les années 90. Et ils se sont rendus compte que cet anticorps humanisé, HR7, a la même capacité d'internalisation cellulaire que le RS7 de base. Donc, ils mettent en place une étude de radiothérapie vectorisée où ils mettent au point dès 2004 un anticorps conjugué entre HR7 d'une part et d'autre part un dérivé de l'iode 131 qui s'appelle IIMP-R4. Et ils ont utilisé ce dérivé du iode 131 parce qu'il a la capacité, une fois qu'il est internalisé dans les cellules cibles, de rester dans les cellules cibles et de les tuer. Donc, dans cette jolie figure du papier de Govindan, donc on se voit, donc c'est des xénogreffes d'une lignée de cancer du sein triple négatif, le MDA-MB468, chez des souris nudes. Donc, les auteurs savaient que cette lignée surexprimait TROP2. Et donc, on voit que donc la courbe du bas, ce sont une lignée MDA468 xénogreffée chez une souris, traitée par un anticorps conjugué. Donc, on voit une diminution du volume tumoral. La courbe du milieu, en fait, les mêmes xénogreffes ont été traités par un anticorps non spécifique. Et la courbe du haut, c'est les mêmes xénogreffes qui n'ont pas été traités. Donc, on voit quand même sur ce graphe, du moins avec le MDA-MB468, que cet anticorps conjugué était très efficace. Un autre papier provenant d'une autre équipe qui montre également qu'il y a un phénomène de type ADCC, donc c'est une cytotoxicité cellulaire liée aux anticorps,
qui existe également. Donc là, les auteurs avaient pris des lignées primaires développées à partir de carcinomes céreux utérin qui avaient été mises en solution avec des lymphocytes de donneurs sains et l'anticorps humanisé HRS7 avec ou sans adjonction d'interleukine 2, et on voit que l'effet cytotoxique de ce combo au niveau des cellules. Donc, mon avant-dernière diapositive, donc on continue l'histoire sur HR7 et TROP2, donc toujours la même équipe du New Jersey. Donc, à cette époque, la plupart des auteurs avaient quitté l'université et ils avaient monté leur start-up. Et ils ont mis au point un anticorps humanisé, conjugué, qu'ils appelaient IMU-132, qui correspond au sacituzumab govitecan. Donc, cet anticorps conjugué, en fait, conjugue HR7, donc l'anticorps anti-TROP2 humanisé, couplé à un inhibiteur de la topoisomérase 1 qui s'appelle SM38. Et ils sont arrivés à conjuguer jusqu'à 8 molécules de chimiothérapie sur l'anticorps. Donc, la particularité de cet anticorps conjugué, c'est qu'il utilise un linker clivable pH sensible, donc permettant de cibler la cellule tumorale et les cellules adjacentes, donc l'effet bystander. Donc, on va signaler que SM38, c'est un métabolite de l'irénotécan. Donc, dans leur étude Princeps, donc toujours pareil, des souris nudes xénogreffées avec différentes lignées de cancer du sein triple négatif. Donc, ils ont réétudié MB468 parce qu'ils savaient que dans cette lignée, il y avait une surexpression de TROP2. Ils ont comparé par rapport à MDA MB231, qui est également une lignée de triple nég, mais où il n'y a pas de surexpression de TROP2. Donc, ils montrent que cet anticorps conjugué est efficace dans le cas du MB468, mais pas dans le cas du MB231. Donc, il y a une corrélation entre efficacité du traitement et niveau d'expression de TROP2 dans cette étude in vitro. Donc, en résumé, concernant TROP2, TROP2, c'est un antigène membranaire qui joue un rôle physiologique dans l'étanchéité des épithéliums et également dans la signalisation calcique. Il est surexprimé dans de nombreux carcinomes. Cette surexpression n'est pas liée à une altération structurelle de son gène, mais plutôt une conséquence de l'altération des voies de signalisation classiques. Donc, cette surexpression va altérer la motilité et l'invasivité des cellules carcinomateuses. Et donc, ça aurait des conséquences sur le pronostic des cancers, mais ça reste encore à préciser par des études un peu plus solides. Donc, il y a une mise au point de l'anticorps humanisé HRS7 anti-TROP2 avec un anticorps conjugué combinant un métabolite de l'irinotécan avec HRS7. Donc, les études précliniques montrent une efficacité de cet anticorps conjugué sur des xénogreffes de lignée de triple nég surexprimant TROP2. Je vous remercie.